Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 9 mars 2020. La chance, ça n'est donc pas du hasard, la baraka. Ça fait aussi partie de la bonne gestion. Le patient zéro est en rémission. Il est rétabli. Chapeau bas donc au service des maladies infectieuses. Voici la colonne vertébrale du journal. Le premier malade de coronavirus déclaré officiellement il y a une semaine a repris toutes ses sensations. Cela a été possible du fait de la prise en charge des symptômes qu'il développait. Il faut donc accueillir cette nouvelle à sa juste proportion. Aujourd'hui, 6 cas suspects ont été testés négatifs selon les services du ministère qui communiquent au jour le jour. Un gros plan dans ce journal avec la santé de plus en plus présente, la santé de l'indépendance. À nos jours, Amago Robertnian posera un diagnostic sur les mutations et le métabolisme qui ont eu lieu au bout de 6 décennies d'accession à la souveraineté internationale. Cité nommément parce qu'il lorgnerait le fauteuil on va y revenir, le jargon journalistique appelle cela les chiens écrasés. L'interpellation du PDG de l'ISEC dans une affaire nauséabonde supposée de détournement de mineurs fait débat à demi-mot en coulisses au sein de son institut, l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, qui est accusé de tous les péchés d'Israël en matière d'ambition personnelle, s'est prononcé sur la grave crise qui est en train de secouer le parti au pouvoir, où la théorie du complot est en train de se sédimenter là-bas. On va entendre ce qu'en a dit le chef de la diplomatie sénégalaise au micro de Oumou Kalsoumba et Moussa Fall. Je pense que ce qu'il faut retenir, et je l'ai souvent répété, le président Macky Sall m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique. Et je continuerai à faire de la politique. C'est tant qu'il me le demandera. Donc il n'y a vraiment pas de préoccupation particulière. Maintenant, dans tout parti, il peut y avoir des frustrations, ça et là, justifiées ou pas. Nous tenterons d'apporter des éléments de solution. Je pense que c'est ce qui nous est demandé à travers ces actions que nous déplorons, que nous condamnons, mais peu importe, l'action est là, il va falloir apporter des éléments de réponse et c'est ce que nous ferons. Et en bref, les députés du Sénégal ont voté le projet de loi 18-2019 autorisant le président de la République à ratifier le traité portant modification des dispositions du traité de l'UEMOA du 20 janvier 2017 relative à la dénomination d'un conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Il y avait aussi sur la table la convention entre le Sénégal et la Turquie qui s'achemine les deux pays vers la non-double imposition. Et comme tous les jours, le ministère de la Santé a fait ce lundi le point de la situation du Covid-19 au Sénégal. Les 6 cas suspects ont été testés tous négatifs. L'état des 3 patients qui ont été infectés reste stationnaire. Les points focaux du ministère n'ont pas varié dans la communication. Il s'agit de vigilance et de respect de la prophylaxie. Nous allons écouter la déclaration du porte-parole du jour du ministère au micro de Boubacar Dian et Sidi Nian. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vient partager les résultats obtenus de l'Institut Pasteur ce lundi 9 mars 2020. Au total, 6 prélèvements de cas suspects ont été réalisés. Sur les prélèvements réalisés, aucun résultat n'est revenu positif. Cela veut dire que tous les 6 sont négatifs. Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service de maladies infectieuses et tropicales. C'est dire donc que ce lundi 9 mars, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal.
Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, féliciter l'ensemble des acteurs du système de santé qui continuent à être vigilants par rapport à la surveillance épidémiologique, notamment dans les régions. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a eu des cas qui ont été suspects, qui ont été identifiés dans les régions par nos équipes. Et fort de leur formation et de leur engagement, nous avons pu prendre en charge ces cas-là, effectuer les prélèvements et avoir les résultats au niveau de l'Institut Pasteur. La Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique s'active aussi, mais dans d'autres disciplines. Et c'est au sein de l'hôpital d'enfants Albert Royer qu'elle a ouvert ce lundi un séminaire sur la prise en charge de pathologies et de malformations infantiles. Les séminaristes vont donc poser un diagnostic 72 heures durant. Adam Assar et Seleman Diallo. L'objectif de ce séminaire de 3 jours est axé sur la prise en charge de 2 pathologies qui se manifestent dès la naissance. Ces 2 pathologies se manifestent dès la naissance de l'enfant. La maladie de Hirschsprung est la cause commune d'occlusion chez l'enfant, d'occlusion intestinale, la plus commune. Donc, de ce fait, elle est souvent diagnostiquée à la naissance dans les pays développés, mais dans notre contexte, elle est diagnostiquée un peu tardivement. Ce sont des enfants qui vont avoir des pertes de sel et qui peuvent même être suivis jusqu'à l'âge adulte. Les malformations anorectales aussi, ce sont des maladies congénitales, comme la maladie de Hirschsprung. Ce sont des enfants qui sont nés sans anus et à qui il faut obligatoirement faire un anus. L'absence d'anus, c'est ce qu'on voit, mais il y a souvent d'autres malformations associées, comme des malformations cardiaques. Cependant, ces 2 pathologies ne sont pas assez fréquentes au Sénégal. Ce ne sont pas des pathologies assez fréquentes comme l'appendicite, non. Ce ne sont pas des pathologies fréquentes, mais c'est des pathologies quand même qui posent beaucoup de problèmes. La maladie de Hirschsprung, c'est un cas sur 5000 naissances vivantes et la malformation anorectale, c'est un cas sur 3000 naissances vivantes. Ainsi, pour la directrice du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, ce séminaire est d'une importance capitale. Ces cours que la Société sénégalaise de chirurgie organise à partir de ce matin sont d'une importance capitale parce que nous sommes en train de nous former sur 2 pathologies congénitales qui sont des pathologies difficiles à prendre en charge. Donc c'est un moment très important pour nous pour améliorer nos capacités scientifiques et chirurgicales. À noter que durant ce séminaire de 3 jours, 4 enfants seront opérés pour permettre aux participants de mieux s'outiller. Et à l'occasion de la Journée internationale des femmes, celles du cabinet Gareco, Fall et Gueuil se sont rendues au chevet de l'orphelinat, la rescousse ainsi qu'à la pouponnière de la Médina au travers de certaines donations. Ces dames au grand cœur ont donc montré beaucoup de sensibilité face à la vulnérabilité humaine. On va écouter Madame Maïmouna Moup, c'est la porte-parole, qui a été au micro de Augustin Mandan. Cette contribution, bien que modeste, aidera à combler quelque peu les besoins des enfants qui sont accueillis, suivis dans cette pouponnière, lieu d'accueil, de dévouement et de solidarité. Vous avez compris que ces enfants doivent intégrer et apporter leur contribution à la vie de la société. Que le bon Dieu vous accorde beaucoup de grâce pour toutes vos œuvres de miséricorde. C'est dans cette optique que nous venons, en tant que mères de famille et femmes, les soutenir, compatir avec foi, respect et amour. Animés par cet esprit de solidarité et avec le soutien de nos vaillants dirigeants,
qui nous ont permis, en tant que femmes et en tant que mères, d'apporter notre modeste contribution pour le bien-être et l'épanouissement de ces enfants. Notre contribution a sens d'un geste qui encourage, qui compatit, qui réconforte et qui nous dit au fond de nous-mêmes que tous les hommes sont égaux devant Dieu. C'est donc une affaire particulièrement glauque qui défraie en ce moment la chronique sur la place de Dakar. C'est le scandale supposé dans lequel le patron de l'ISEG est cité dans les couloirs de l'établissement. L'affaire fait grand bruit quand bien même il a été relevé une forme d'omerta après l'interpellation du PDG pour détournement de mineurs présumés. Pape Ibrahima Ndiaye et Suleiman Bang ont fait un tour à l'ISEG. On va suivre le reportage qu'ils ont réalisé. À l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion, impossible de pénétrer l'enceinte de l'établissement avec une caméra. À l'intérieur de l'école, pas question pour les responsables d'aborder l'affaire Mamadou Diop Dieynaba Baldé, sauf dans les couloirs, nous confirme cet étudiant en deuxième année en gestion des ressources humaines à l'ISEG. Depuis l'interpellation de leur directeur, le climat a un peu changé au sein de l'établissement, mais pas de quoi fouetter un chat, selon lui. Pour l'instant, vraiment, je pense que cette affaire-là ne va pas nous empêcher vraiment de continuer nos études régulièrement, quoi. Parce que ça n'a rien à voir avec les études. Oui, Diop, il a un problème, vraiment, il a des représentants. Voilà, ils sont en train de faire le travail comme il faut, quoi. Oui, je fais confiance en ces représentants parce que même, ça fait des années, quoi. Ces représentants-là, vraiment, ils font vraiment le travail comme il faut. Au sein de l'établissement, la plupart des étudiants ont devoir ce matin, suite à la garde à vue prolongée de 48 heures de leur président, directeur général à l'ISEG. Tout semble fonctionner comme il se doit. Certains étudiants jouent la carte de la sérénité mais peinent à cacher leur inquiétude qui se lit sur leur visage depuis l'éclatement de cette affaire de mœurs dans laquelle Mamadou Diop, leur patron, est accusé de détournement de mineurs. Un petit mot de culture avant d'en revenir à la santé. Des résidences de formation sont organisées à l'intention des acteurs du cinéma. Ce sont les Movies Awards qui ont eu lieu au pied du monument de la Renaissance à Dakar. C'est la deuxième édition qui vise notamment à renforcer les capacités des jeunes passionnés tout à fait du 7e art. Mortala Anne et Sidigna. Movie Awards, un atelier de partage sur la formation des acteurs et cinéastes dans le but de valoriser le cinéma sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes officiellement là pour lancer les activités de Teranga Movies Awards. Donc l'année dernière, nous avons juste fait une masterclass et ensuite la grande cérémonie de récompense. Le but de notre association Cinéma 221, c'est de participer à la professionnalisation du secteur du cinéma. Donc c'était vraiment important pour nous de marquer on va dire de façon académique ces activités. Le métier d'acteur nécessite une formation, selon les encadreurs de ces résidences. Je viens participer à cette formation et pour apporter mon expérience et partager tout ça avec les jeunes acteurs, parce que le métier d'acteur, c'est pas facile. Ouais. Et c'est un métier qui a besoin d'une très bonne formation, parce que c'est tellement délicat. C'est un problème. Il y a des améliorations qui sont en train d'être faites. Parce que nous qui gérons le cinéma, l'audiovisuel, c'est une bataille quotidienne. Hein, parce qu'effectivement, les gens ne sont pas, comme on dit, tous du même niveau. Donc il y a de très bonnes qualités, de bonnes œuvres qui sont en train d'exceller. Et je pense que là aussi, il faudrait qu'on renforce les gens dans la qualité d'écriture. Les résidences ont démarré. Sur plus de 500 demandes, 80 ont été retenues. Objectif, pérenniser les résidences sur 3 à 6 mois. C'est donc un retour en zone auquel nous allons procéder. Comme parleraient les sportifs, le patient zéro du coronavirus est en rémission. On vous l'a dit, il est totalement guéri d'après le chef
du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Ceci n'a pourtant rien d'extraordinaire car la prise en charge se fait en fonction des symptômes que le malade développe. Boubacar Dian et Sidignan nous en disent davantage. Le lundi 2 mars, le Sénégal enregistre son premier cas de coronavirus. Le patient 0 est guéri le vendredi 6 mars, seulement 5 jours après son internement au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Le traitement qui a abouti à la guérison s'est fait en fonction des symptômes que présente le malade, mais rien d'extraordinaire selon le docteur Moussa Seydi. Le traitement, il n'est pas du tout compliqué, il est très simple, il n'est pas spécifique au Sénégal. Le traitement que nous faisons ici, c'est le traitement qui se fait partout dans le monde. Il s'agit d'un traitement symptomatique basé sur les signes que présente le malade. Pour parler, peut-être illustrer un peu mon propos par rapport à cela, je dirais que le cas que nous avions reçu et qui est guéri, c'était un cas simple, un cas pas compliqué. Il s'agissait d'un sujet jeune, donc on s'attendait véritablement à cette issue heureuse. Depuis que le virus est arrivé au Sénégal, beaucoup de rumeurs courent par rapport à un traitement miracle, mais qui pourrait guérir le coronavirus. Mais le professeur Seydi réaffirme qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour le moment. Alors, ceci dit, il n'y a pas de traitement contre le virus à l'heure actuelle dans le monde. Il y a un médicament, le Remdesivir, qui est en train d'être étudié aux États-Unis. Moi-même, j'ai écrit au laboratoire qui m'envoie des échantillons, mais on n'a pas une étude finalisée qui peut dire que tel médicament est efficace ou pas. On voit dans la presse parler de l'ail, de la chloroquine et de beaucoup d'autres produits, mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'études scientifiques validées pour dire que tel produit est efficace. Même les antiviraux, les antirétroviraux, on est en train de les tester. Certes, le Covid-19 tue, mais le chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann demande à tout un chacun d'être vigilant. Sur plus de 100 000 cas dans le monde, il y a eu 3 000 décès. C'est vrai que cette maladie tue. C'est vrai que ça peut même tuer des sujets jeunes, mais ceux qui guérissent sont les plus nombreux. Je le dis parce que c'est la vérité, pour dédramatiser la situation avec des arguments scientifiques, mais cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Vous voyez ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Chine et ailleurs. Si on baisse les bras, là on risque de se retrouver dans une situation difficile. Au lendemain de la guérison du premier cas de coronavirus au Sénégal, nombre de citoyens ont qualifié le professeur Seydi de héros. Pour Aloyse Waly Diouf, porte-parole du ministère de la Santé, le seul héros dans cette histoire, c'est le peuple sénégalais. On vous l'a déjà dit sur ce plateau avant, on parlait beaucoup plus de salut. Aujourd'hui, c'est de santé dont on parle, la santé de l'indépendance à nos jours après l'accession à la souveraineté internationale. Notre pays a donc hérité du système colonial en la matière. 60 ans plus tard, la pyramide sanitaire semble être bouleversée avec 10 nouvelles infrastructures hospitalières de niveau 1. Et au plan syndical, il y a aussi un certain nombre de métabolismes. Mais face aux défis, aux nombreux défis contemporains, il faudra des efforts surhumains pour immuniser tout le système. Indépendance 360 degrés, c'est le dossier au long cours que nous vous proposons ce soir. C'est réalisé par Amago Robernian et Sidignan. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Un système sanitaire malade, c'est le legs de décennies de colonisation. Conscient de l'urgence, l'État du Sénégal inscrit la santé comme priorité de la nation. Le système colonial s'intéressait beaucoup plus aux colons qui étaient là et peut-être aussi à ceux qui étaient considérés comme, disons, des citadins, peut-être ceux qui étaient dans les 4 communes, mais l'arrière-pays ne les concernait pas trop. Donc on protégeait soit les colons,
ou bien on protégeait ceux qui travaillaient avec les colons, ou bien ceux qui avaient un statut assez particulier. À l'époque, l'urgence était la mise sur pied d'une pyramide sanitaire pour soulager la population. Donc le premier maillon n'est pas le poste de santé comme on dit, mais la case de santé. La case de santé, c'est le niveau communautaire. Ensuite, il y a le poste de santé qui est le premier niveau, et ensuite il y a le centre de santé. Mais tout cela dans une perspective de référence et de contre-référence. Quand le poste de santé est dépassé parce que son plateau ne peut pas régler certains problèmes de santé, donc la référence c'est le centre de santé. Si ça peut se régler là-bas, il y a la contre-référence. Sinon, maintenant, si le centre de santé aussi n'en peut pas, donc c'est au niveau supérieur, c'est-à-dire l'hôpital. Maintenant, les hôpitaux, avec la réforme hospitalière, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme a classé les hôpitaux d'abord en hôpitaux numéro 2 et numéro 3. Donc les hôpitaux numéro 2, c'est presque les hôpitaux régionaux, et les hôpitaux niveau 3, c'est les hôpitaux donc, nationaux. Sur le plan de la formation, le Sénégal est reconnu pour la qualité de ses enseignements. Le pays accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers. Cependant, le déficit en équipement et en ressources humaines reste un problème jusque-là non résolu. Quand on doit s'équiper, on doit avoir un excédent de croissance. Mais quand on est toujours dans une situation de déficit, donc on ne peut pas remplacer les équipements. Et si l'État aussi ne vient pas, donc ça pose problème. Or, fondamentalement, la perspective de la réforme, c'était cela. Faire en sorte que les structures sanitaires ne créent pas de bénéfices, mais équilibrent leurs comptes. Mais aussi au niveau des centres de santé aussi, souvent au niveau des équipements, ça pêche beaucoup. Or, la différence entre les autres et nous, c'est un problème seulement d'équipement. Mais on a des ressources humaines de qualité. Ailleurs aussi, et pendant qu'on parle, disons, de pléthore dans les hôpitaux, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que si on appliquait la règle des 3-8, on serait donc dans une disposition d'un service, disons, d'un hôtel médicalisé. Il y aurait des équipes de 3. Il y aurait 3 équipes. Une équipe le matin jusqu'à 13h, une autre équipe jusqu'à 20h, une autre qui passerait la nuit. Et on serait aujourd'hui en déficit encore de personnel. Plan Sésame, couverture maladie universelle, gratuité de la dialyse, l'action sociale est bien présente dans la politique sanitaire de l'État, mais il reste de la démocratisation des équipements médicaux. Le scanner, c'est une réalité qui aide à un diagnostic rapide. Donc jusqu'ici, il y a eu beaucoup de pas franchis, mais par endroit, le scanner n'est pas disponible. Et c'est un moyen de diagnostic. Si on parle de couverture sanitaire universelle, bon, l'objectif c'est quoi? C'est faire en sorte que chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, à n'importe quelle heure, donc de la journée ou de la nuit, qu'il puisse disposer de soins préventifs ou curatifs ou réadaptatifs. Donc, sans couvrir, c'est ça la perspective. Parce que ceux qui n'ont pas de moyens, c'est l'État qui les prend en charge. Ceux qui ont des moyens aussi doivent pouvoir contribuer à ce système-là. Donc, mais cela aussi convoque aussi la démocratisation des équipements. Donc, on peut avoir aujourd'hui Kédougou n'a ni hôpital régional, alors que c'est une région. Et donc, a une radio qui est tombée en panne, alors qu'aujourd'hui, Kédougou devait disposer non seulement d'un hôpital régional, mais de scanners et d'autres équipements, parce que aussi c'est une région frontalière. Selon le syndicaliste, le secteur de la santé a besoin aujourd'hui d'une nouvelle forme de financement. Elle sera soutenue par la participation obligatoire de tout un chacun à l'effort de santé. Le système a besoin d'un financement. Évidemment, le financement holistique, comme on le dit, est systémique. C'est un financement qui devrait au moins éviter le paiement direct, parce que c'est avec le paiement direct qu'on a donc tout ce qu'il y a comme perspective de corruption, comme niche de corruption, ci ou cela. Maintenant, pour éviter le paiement direct, l'État doit voter une loi obligeant directement ou indirectement donc la participation à l'effort de santé. Ça signifie quoi? Quelque part, les mutuelles, soit on est dans une mutuelle ou bien dans une assurance. Si on n'a rien, l'État paye. Maintenant, si on ne peut pas le faire par une obligation directe, qu'on puisse créer des mécanismes qui contraignent donc chaque citoyen donc, à s'acquitter de cela. Donc ce serait une caisse commune pour financer le système. D'ailleurs, la beauté, disons, de la Sécu en France, c'est qu'ils ont les moyens et ils financent les activités. 1960-2010, 50 ans après, la pyramide sanitaire a évolué, donnant lieu à 10 nouveaux hôpitaux de niveau 1.
Au plan syndical, la lutte est engagée, des évolutions sont notées, mais dans les structures sanitaires, la demande reste forte face au déficit de personnel au moment où un capital humain qualifié est pourtant au chômage. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Et c'est à présent le momentum de l'invité du lundi, M. Malik Badiane. Il est le secrétaire administratif du SAMES, syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Bonsoir, M. Badiane. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous jugez les derniers développements sur le front de la lutte contre le coronavirus? C'est quand même, en fait, c'est quand même rassurant avec le cas de guérison. Mais ça, en fait, en réalité, ça nous surprend pas. Donc, on avait beaucoup confiance, on a une grande confiance à l'équipe de FAN. C'est une équipe qui a déjà fait ses preuves. On connaît bien cette équipe et on avait beaucoup d'espoir. On avait quand même une assurance, même si quand même il n'y a pas le risque zéro n'existe pas. Même si ces patients, comme partout ailleurs, il peut y avoir quand même un décès. Donc nous remercions le bon Dieu qui, avec le concours quand même des autorités et de l'équipe de FAN, qui a fait que cette patience en est sortie. Et on l'espère également pour tous les autres patients. Très bien. Vous avez sorti un communiqué ce week-end avec beaucoup de revendications et de doléances. Est-ce qu'en temps de crise sanitaire, on a le droit d'avoir des revendications? Bon, naturellement, je dirais oui. Mais par contre, pour expliquer juste que ce n'est pas avec l'avènement de cette maladie. Donc, ça fait déjà 2 mois, on avait déposé un préavis de grève. Si les gens se rappellent, donc ça fait plus d'1 an, quand même, on était en mouvement, on avait eu quand même des accords et des engagements de l'État du Sénégal. On s'est rendu compte que depuis presque plus d'1 an, que rien ne bouge. Et c'est dans ce siège-là qu'on a introduit un préavis de grève et avec une plateforme revendicative, ça fait plus de 2 mois. Donc c'est déjà expiré. Donc entre-temps, cette pathologie nous a surpris. Donc c'était un rappel pour dire en réalité, c'était un communiqué pour expliquer aux populations que nous sommes avec la population, nous sommes avec l'État du Sénégal, que malgré tous les problèmes, malgré tous les reproches que nous faisons à notre État, à nos autorités, quand même nous sommes avec eux par rapport à pour la lutte par rapport à ce coronavirus, et que après cette lutte également, nous on ne s'oublie pas et on n'espère pas que l'État également nous oubliera par rapport à cela. Voilà, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on a noté, on a relevé que vos demandes s'articulent particulièrement autour de l'argent, des primes. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Non, la première chose, actuellement on est en période de crise, si je peux le dire comme ça. On se rend compte de la question que tout le monde se pose, est-ce que le système est préparé, est-ce que le système est performant? Et je rappelle juste, pour les crises, ça se prépare tout le temps, parce qu'on est dans un monde globalisé, donc quelque chose qu'on voit à Chine, et ça, cette pathologie nous l'a montré. Donc une meilleure gouvernance est d'abord la première garantie par rapport à la préparation pour de telles crises, par rapport à des crises pareilles. Donc nous, tout ce que nous demandons, en réalité, c'est une façon... C'est une manière pour que les agents qui sont sur le terrain, de Dakar à Fongolemi, de Saint-Louis à Oussouye, que ces gens-là puissent travailler dans de très bonnes conditions. Rien d'autre que ça. Nous demandons, ce que nous demandons, c'est juste, c'est qu'il y ait une démocratie du personnel, démocratie de la gestion du personnel, qu'il y ait un respect par rapport aux engagements de l'État. Ce n'est pas tout ce que nous avons demandé par rapport à ces plateformes revendicatives, il n'y a rien de nouveau. C'est des engagements de l'État qui sont là, que l'État avait fait et que malheureusement, l'État n'a pas encore respecté jusqu'à présent. Mais en réalité, nous comptons demander toujours quelque chose parce que si le personnel est motivé, qualifié, c'est pourquoi faire. En fait, c'est prendre en charge les problèmes sanitaires. Oui, également, vous ne vous empêchez pas d'attaquer le ministre de tutelle qui ferait donc preuve de gestion solitaire des ressources humaines d'après le communiqué, des nominations clientélistes avec des vieux retraités, des contrats spéciaux. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la gouvernance du ministère de la Santé nous pose problème. Et ça, je pense que c'est le premier défi. C'est un premier problème par rapport à des situations pareilles. Donc,
quand, avec l'avènement du ministre monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, je pense qu'on l'avait rencontré, il y avait des choses qui s'étaient engagées à faire et qui malheureusement il n'a pas eu à faire. Au début, il y avait beaucoup d'améliorations, mais entre temps, on s'est rendu compte que le vieux démon a ressurgi. Donc c'est dans ce siège-là que nous avons dit que les choses ne peuvent pas continuer. Parce qu'en fait, si on le voit bien, actuellement, le personnel qui est sur le terrain, c'est un personnel qui est démotivé. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a également une reconnaissance que nous espérons de notre tutelle. Cette reconnaissance, si on voit que nous ne l'avons pas, c'est en réalité, nous avons le droit et nous avons l'obligation de tirer la sonnette d'alarme pour que les gens qui sont sur le terrain puissent être motivés et travailler dans une atmosphère sereine pour atteindre les objectifs que la tutelle a elle-même fixés. Voilà, vous avez pointé également la création de districts sanitaires avec des visées politiciennes, notamment à Sangalkam, Diakhao, etc. En tout cas, ça, nous, de notre avis, ça ne respecte pas un peu la procédure habituelle. Et ça, c'est pas... Il y a des zones où la demande est beaucoup plus criarde. Il y a des zones où ce serait beaucoup plus justifié que ces zones-là. Donc, ça nous pose des difficultés. Et ça, on s'est réveillé un bon jour et on l'a vu. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on espérait. Parce qu'il y a des zones, je ne citerai pas de zones, mais il y a des zones qui nécessitent quand même des découpages avec des districts à plus de 35 postes ou plus de 40 postes de santé qui sont difficilement gérables pour les messages de district. Nous nous attendions à ce que ces zones-là soient découpées plutôt que ces zones-là dont nous venons de parler. Est-ce que les portes du ministre vous sont ouvertes ou vous sont fermées? En tout cas, moi, je suis le secrétaire administratif. Je dois dire que le ministre ne nous a pas reçus depuis fort longtemps. Et qu'on avait déposé, je l'ai dit tantôt au début de mes propos, qu'on a déposé un préavis de grève avec une plateforme revendicative. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu pouvoir en discuter avec la tutelle. Qu'est-ce qui vous différencie du SUTSAS? C'est la rivalité? Non, du tout. Nous ne sommes pas dans ce siège. En fait, en réalité, on s'est rendu compte que le SUTSAS a beaucoup d'entités, a beaucoup de personnel de différentes catégories. Donc nous, quand les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens étaient plus ou moins dans le SUTSAS, on s'est rendu compte que notre spécificité n'était pas bien prise en charge. Nos problèmes n'étaient pas bien pris en charge et on s'est rendu compte qu'il nous fallait avoir un syndicat qui nous était spécifique, qui allait regrouper les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, qui, je rappelle, sont dans le même corps dans la fonction publique. Voilà, deux petites questions avant de terminer. Il y a 1,4 milliard, donc une enveloppe qui a été allouée dans le cadre de la riposte contre le virus Covid-19. Vous soupçonnez un problème de gestion? Non, ça, ce n'est pas notre problème. Ouais. Nous, ce que je dois dire, c'est qu'en réalité, on s'est préparé tardivement. Ça, on n'a pas besoin d'être expert pour le savoir. Depuis que le coronavirus est en Chine, on devait se préparer par rapport à ça. Et tout le monde le sait. Donc on a entendu, on a su que quand même la Chine même ou d'autres pays avaient des difficultés pour avoir le matériel nécessaire. Donc même si on dégage de l'argent à ce jour, ce n'est pas quelque chose qu'on achète à la boutique. Il faut faire les commandes et tout ça. Donc l'argent peut suivre comme ça pour ne pas suivre. Nous, en fait, on a des exigences par rapport au matériel que nous demandons, par rapport aux intrants qui nous permettront d'être en phase, de pouvoir faire face par rapport à cette pathologie. Maintenant, le reste, ce n'est pas notre ressort. Ça, c'est le ressort de l'État. Mais quand même, ce que nous demandons, c'est qu'on soit sécurisé en face de cette pathologie. Très bien. Et dernière question, comment osez-vous demander le report de tous les événements religieux qui sont en vue? Non, c'est un avis. C'est un avis. Ce n'est pas à nous décider, c'est à l'autorité. Mais nous conseillons, en tout cas dans tous les pays, vous le voyez comme tous, dans beaucoup de pays, en fait, où le problème s'est posé. Donc, les gens ont fait. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans cette phase. On espère ne jamais se trouver dans cette situation-là. Mais en tout cas, pour pouvoir en fait faire face, pour éviter quand même une propagation, donc je pense que c'est un des moyens, entre autres. Merci beaucoup, M. Badiane, d'avoir répondu ce lundi à notre invitation. Ok, merci. Merci. Donc, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo, les inspirations du professeur vont suivre. Il y aura ce soir également Keno Askanui et les arènes sénégalaises en fin de soirée. Aux alentours de minuit, les dernières informations vernaculaires en langue nationale. Je vous remercie parfaitement de votre aimable attention. Bonsoir.